Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux pour ce talk. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons essayer de discuter du sujet de la Gen Z et l'engagement au travail. Quelles attentes demain vis-à-vis des nouvelles technologies? Et pour m'aider à répondre à ce sujet, je vais être accompagné de Juliette Laborie, qui est directrice générale de Job Teaser. Merci Juliette. Je te laisserai te présenter juste après. Et Nicolas Bourgeois, qui est associé chez PwC France et Maghreb, expert des sujets workforce et également enseignant aussi à Paris-Dauphine. Donc peut-être en préambule, Nicolas, pour recontextualiser un petit peu ça, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la Gen Z et pourquoi c'était important d'aborder ce sujet? Écoute, peut-être le plus simple, c'est de demander au public, est-ce que parmi vous qui pense faire partie de la Gen Z d'un point de vue strictement quantitatif, hein, puisqu'il s'agit de date de naissance, mettez plus haut, parce que moi non, c'est sûr, mais je suis pas très loin de la Gen Z. Mais effectivement, en fait, la Gen Z, c'est les gens qui ont entre 15 et 28 ans. Alors je vais avoir du mal à exactement vérifier vos âges individuellement, mais en fait, ce qui compte sur ces histoires de génération, c'est de se dire, mais pourquoi on se met à catégoriser des morceaux de population à partir de leur âge, alors qu'il y a plein d'autres manières de catégoriser les populations, bien sûr sur le sexe, sur, j'en sais rien, leur localisation, leurs envies, leurs plaisirs, etc. Pourquoi on parle d'âge? Et jusqu'ici, moi, sur les questions de génération, j'ai toujours trouvé que c'était du marketing. C'est-à-dire qu'on nous parlait des boomers qui fonctionnaient comme ci, des générations X ou Y qui fonctionnaient comme ça. Et quand on regardait les enquêtes d'opinion salariée, donc les enquêtes que font les entreprises, oui, il y avait des écarts, évidemment, mais comme il y avait des écarts entre d'autres populations, entre les ouvriers et les cadres, entre ceux qui sont en production, ceux qui ne sont pas en production, et ce n'étaient pas des écarts significatifs. Moi, je ne suis pas statisticien, mais un écart significatif, c'est quand on est au-delà de 10-15%. Or, et ça, c'est très très récent et ça marche pour le coup sur la Gen Z. C'est pour ça que PwC a décidé de faire ce talk. C'est parce que pour la première fois dans l'histoire, en tout cas des 50 dernières années, on a une génération qui, objectivement, nous, chez PwC, on est très fact-based. S'il n'y a pas de faits, on n'y croit pas. Là, il y a des faits. Les enquêtes, elles ne disent pas à 5 ou 10% que les choses entre les générations marchent de manière différente. Elles le disent parfois jusqu'à 20%. Il y a un certain nombre de sujets qu'on va évoquer plus précisément et je vais bientôt me taire, mais dans les sujets auxquels je pense, sur lesquels il y a des écarts de plus de 20 points entre les générations actuelles, celles qu'on appelle Gen Z et les autres, c'est par exemple le sens au travail. Qu'est-ce qui va faire du sens au travail ? Ça va être le rapport à la charge de travail. Les jeunes disent, moi je ne supporte pas la charge de travail trop importante, ça ne motive pas, ça ne m'engage pas, je pars si je suis trop chargé. Ça va être le sens que je vais trouver au boulot. Est-ce que ma boîte, elle a une utilité? Et derrière l'utilité, on peut mettre des choses très différentes. Je vois la Française des Jeux. La Française des Jeux, elle a une magnifique utilité. Mais on peut le voir de plein de manières différentes. Heureusement qu'ils ne m'entendent pas. On peut voir la Française des Jeux, c'est des impôts déguisés. Bon, ça va peut-être pas forcément les motiver, les gens. Mais on peut voir aussi la Française des Jeux, finalement, elle sponsorise le sport propre, elle va agir sur la société. C'est la seule entreprise vraiment qui est engagée sur le cyclisme fortement avec des champions qui sont normalement propres. Et donc, de ce point de vue-là, les gens sont fiers de faire partie de cette entreprise et le disent. Et les jeunes sont très sensibles à ça, beaucoup plus de 22 points d'écart que les autres générations. Donc il y a vraiment, c'est la première génération où on voit des écarts significatifs et prouvés sur la manière de se comporter au travail. Merci Nicolas. Pour rebondir sur ça, alors peut-être qu'il y a aussi d'autres sujets, notamment d'IA. On va aborder ce sujet avec toi, Juliette. En tant que leader du recrutement des jeunes diplômés, jeunes talents chez Job Teaser, quelle tendance vous observez aujourd'hui dans la relation qu'ont les jeunes de la Gen Z avec le monde du travail et notamment avec l'essor des nouvelles technologies? Tout à fait. Donc la première chose, effectivement, je suis tout à fait alignée avec la façon dont tu as décrit le paysage. Et pourquoi est-ce que ça a plus de sens aujourd'hui de parler de ces différences générationnelles que ça ne pouvait en avoir sur d'autres évolutions qui ont pu avoir avant? C'est qu'on est dans des choses qui sont significativement différentes.
nous, donc chez JobTeaser, comme tu le disais, on s'occupe de recrutement d'étudiants de jeunes diplômés. Donc on est très focalisé sur 2 moments qui sont déjà la fin des études, le début de l'entrée du monde du travail, donc le moment du recrutement et cette transition vers le monde professionnel. Et on fait des études, donc on interroge tous les ans des étudiants en fin de cursus et des jeunes diplômés sur leurs attentes et leur rapport au travail. Ce qu'on voit qui ressort de façon, encore une fois, significativement différente, déjà, c'est un niveau d'incertitude beaucoup plus grand qu'il ne l'était il y a encore 5 ou 6 ans. On a aujourd'hui, sur des gens qui sont en fin de cursus ou déjà diplômés, 30% des répondants à notre dernière étude qui nous disent ne pas savoir encore vers quel métier ils vont se tourner. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça? Alors, il y a beaucoup de causes, quelques pistes. La première, c'est il y a beaucoup plus de possibles. Il y a un champ des possibles qui s'est élargi en termes de débouchés, etc. Et en parallèle de ça, il y a un certain effritement des normes sociales qui avant allaient dire, si je caricature, vous sortez d'une grande école de commerce, vous allez aller faire du conseil ou de la finance, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, ces choses-là sont moins des impératifs et du coup, ça crée ce climat parfois un petit peu flottant. Le deuxième point, c'est au niveau de, ce point-là, ce qui est un peu intéressant, c'est de se dire que ça s'applique à qu'est-ce que je vais faire, mais aussi comment je vais le faire. On voit notamment la montée en puissance d'alternatives au CDI comme destination du premier emploi. On a 40% de nos répondants qui nous disent « Moi, j'imagine faire du freelancing, un CDD parce que j'ai pas tout de suite envie de m'engager dans quelque chose. » Et c'est quelque chose qui est vraiment une lame de fond. Et on parle de d'une remise en question, certes relative, d'une norme extrêmement forte sur le modèle de salariat. Donc ça, c'est vraiment ce point-là, il est très fort. Et le deuxième point, c'est un rapport au temps qui est très différent. Avec une capacité à se projeter dans le long terme qui est beaucoup plus faible qu'avant. Aujourd'hui, quand on demande, donc dans notre étude, pour combien de temps vous voyez occuper votre premier emploi, les jeunes nous disent 18 mois, voire 12 mois pour ceux qui sont issus d'un cursus universitaire. On posait cette question il y a 5 ans, on nous répondait 3 à 4 ans. Il y a une vraie attente de rapidité dans l'évolution, la reconnaissance, le fait de pouvoir accéder... Ce qui pouvait être une norme avant de dire je vais faire un premier job et je vais rester 3 ans dans mon premier poste parce que j'apprends, ça fonctionne plus de la même manière. Et pour les entreprises, il y a un vrai besoin de comprendre ça, de comprendre d'où ça vient et de le prendre en compte dans la façon dont on organise les trajectoires de début de carrière. Parce que sinon, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des problèmes d'employés qui s'en vont au bout d'1 an ou 1 an et demi parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'en fait, il n'y a pas eu cet alignement entre leurs attentes et ce que l'entreprise leur apporte. Oui, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est tout bête, c'est que c'est une génération qui est arrivée sur le marché du travail, tu le disais, je crois, un petit peu en introduction, au moment du Covid, au moment où normalement tu fais des petits boulots normalement rémunérés dans des bonnes conditions, mais tu as une expérience avec le travail, tu as une expérience avec le stage. Et ce moment-là a été décalé, dans le meilleur des cas décalé, ou pas fait, de 2-3 ans. Alors on peut dire que c'est rien du tout, on est revenu du Covid, etc. Mais en fait, il faut bien avoir conscience que c'est le début de ta vie professionnelle. Je pense que tout le monde se rappelle de ces 2-3 premières années de travail et de la manière dont elle a sans doute donné l'impulsion à tout le reste. Et là, la manière dont ces jeunes sont rentrés sur le marché du travail, c'est une manière empêchée. C'est-à-dire finalement, ils n'ont pas vraiment connu, et souvent le travail, et souvent c'est resté un objet relativement théorique jusqu'au premier emploi. Peut-être un stage, peut-être quelque chose, et ça a été souvent le cas. Et on a des entreprises, des clients qui nous posent une question que j'adore parce que en tant que consultant, on aime les questions auxquelles on n'arrive pas à répondre par définition. Et la question qui est géniale, c'est mais qui doit s'adapter? En fait, cette génération-là qui ne connaît pas bien le travail, la conséquence, qui n'a pas d'expérience suffisante avant de rentrer sur le marché du travail, on ne peut pas lui en vouloir, par définition. Donc, elle va arriver, elle va projeter une espèce de travail fantasmé. Le travail, ça doit être ça. Et puis la réalité, c'est que ce n'est pas ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces jeunes-là, qu'est-ce que disent les entreprises? Elles disent un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, ils sont peut-être plus naïfs par rapport au travail, sans doute, avec une jolie naïveté par moment. Ils cherchent du sens, ça c'est le joli aspect de la naïveté. Et de l'autre côté, c'est qu'ils ne rentrent pas forcément dans les réalités dures de la politique au travail, de la hiérarchie au travail. D'ailleurs, ils refusent, la plupart du temps, quand ils y sont conduits, pour les premiers qui sont les plus âgés d'entre eux, ils refusent les postes managériaux,
tous les postes à responsabilité, les postes de management, c'est des trucs qui ne prennent pas vraiment. Qu'est-ce que je vais gagner à m'occuper des problèmes des gens? Qu'est-ce que je vais gagner? Ah ok, quelques euros de plus. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de problèmes qui vont me venir dans la figure. Et donc, ce que je dis comme bonne question, c'est que, je trouve que c'est une super bonne question de se dire, est-ce que c'est à l'entreprise de bouger ses modes de fonctionnement et de faire que ça va leur convenir? Et auquel cas, s'ils le font, ils vont bouger pour tous. Ils ne vont pas le bouger que pour cette génération. Ah non, on va mettre les générations Z d'un côté et les autres, puis vous allez bosser chacun dans un laboratoire ou un atelier différent. Ça n'a pas de sens. Donc, si l'entreprise dit je bouge, elle bouge pour tout le monde. Éventuellement, elle dit je bouge pas. Et c'est souvent ce qu'elle fait. Et qu'elle attend que finalement cette génération se conforme à leur culture. Moi, je crois que cette génération, alors là, pour le coup, je ne suis pas fact-based. Je disais que PwC était très orienté chiffres. Pour le coup, c'est une perception. Je crois qu'ils ne sont pas prêts de faire cet effort-là, de rentrer dans la culture d'entreprise. Mais c'est un point en discussion. Justement, Nicolas, avec ta casquette de consultant, aujourd'hui, dans les missions que PwC mène sur ces sujets-là de workforce auprès de ses clients, est-ce que tu constates des missions justement sur ces penchants-là un peu plus importantes que par le passé? Est-ce que les entreprises se posent quand même de plus en plus la question de comment gérer les sujets intergénérationnels au sein de leurs entreprises? Ouais, c'est une bonne question. Alors oui, souvent par un prisme un peu plus large que l'intergénérationnel, mais plutôt par le prisme, on va dire, de la D&I, de la diversité et de l'inclusion, en disant, parmi les angles que je dois regarder, il y a notamment celui des générations. Et je crois que c'est pas mal de ne pas focaliser absolument sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres sujets de tension entre les populations qu'il s'agit de résoudre. Donc c'est un gros sujet, mais il y a des sujets qui sont plus massifs pour l'entreprise. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille leur dire qu'il faut absolument le prendre d'un point de vue générationnel. Et pour finir, essayer de tenter de répondre à ta question, oui, il y a une manière de répondre à cette question qui vient jusqu'à PwC ou des entreprises de conseil, qui va être au travers du management. C'est-à-dire ce que disent nos clients, les DRH de groupe, c'est vous allez quand même m'aider un petit peu à faire en sorte que mes managers soient plus à l'aise pour gérer cette population. Et donc ça va prendre la forme de formation, d'ateliers, de sensibilisation, etc. où il faut leur apprendre des choses assez simples. Je ne vais pas vous expliquer nos trucs et nos astuces, mais par exemple, dans les managers qu'il y a, il y a des managers qui sont choqués de voir un collaborateur partir de l'open space à 16h30 et lui dire mais moi de toute façon j'ai mon cours de sport à 17h, j'ai au moins une demi-heure de transport, je dois me manier, je dois me dépêcher, je dois rentrer. Le je dois, il est quand même pas culturel pour le manager s'il a 40 ans. Ou pire, s'il a mon âge. Donc il faut faire cet effort. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'entreprise va raisonner performance plutôt que comportement, attitude, process, donc finalité plutôt que process, et se dire ce qui va compter, c'est est-ce que le taf est fait. Dit posément, est-ce que le travail est bien fait. Merci Nicolas. J'ai une question qui me vient, Juliette aussi. Justement, toutes ces évolutions d'IA, et notamment pour la Gen Z, est-ce que cette génération, elle perçoit ça plutôt comme une menace, ou est-ce qu'il y a des opportunités aussi qui sont perçues pour elle? Alors, comme souvent dans ce genre de questions, la réponse c'est évidemment les deux. Déjà, on peut commencer par dire à quel point c'est une lame de fond, l'IA et l'adoption de l'IA. Nous, dans les questions qu'on peut poser au niveau donc, du recrutement, on a 75% des jeunes qui nous répondent, qui nous disent utiliser l'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre pour leur process de recrutement. Je ne parle que pour les process de recrutement. Et ça couvre tout. Ça va couvrir, je refais mon CV, je fais écrire ma lettre de motivation, je prépare mes études de cas et je vais configurer un agent pour faire de la candidature massive pour m'assurer que je ne rate aucune offre qui me corresponde. Donc l'usage, il est là, il est massif. Et l'adoption, il faut se rendre compte à quel point elle est plus rapide que celle de n'importe quel autre outil technologique dans l'histoire. Donc ça, c'est les faits. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur le recrutement, qui est le sujet que je connais le mieux, pour moi, et pas que pour moi, je pense que l'IA, elle vient déjà remettre en question toute la façon dont on fait du recrutement. Mais d'une façon qui est finalement plutôt positive. Parce qu'en fait, elle vient attaquer des choses qui sont des espèces de totems du recrutement. J'ai mon CV, je fais ma lettre de motivation, je vais candidater sur telle et telle offre, etc. Bon, la lettre de motivation, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle sont recruteurs. La lettre de motivation, c'est quelque chose dont la plupart des recruteurs avec qui j'ai parlé dans ma carrière m'ont toujours dit, oui, en fait, on les lit pas, hein, ou on les lit en diagonale. Et en fait, du coup, qu'est-ce que ça vient faire l'IA ? Ça vient rendre
encore plus absurde, ce truc où maintenant on a des lettres de motivation rédigées par des IA, non lues par des recruteurs. Enfin, en gros, ça vient faire ressortir des absurdités de ce type-là et je pense que ça va nous forcer à faire évoluer les pratiques, notamment dans le recrutement, très rapidement, parce qu'en fait, on va devoir se poser la question, en tant que recruteur ou professionnel des RH, sur ok, c'est quoi qui compte en fait dans un process? Qu'est-ce que j'essaye de faire? Quand je fais une étude, quand je convoque un étudiant, un candidat pour une étude de cas, qu'est-ce que j'attends? J'attends pas qu'il vienne me présenter ce que ChatGPT lui a donné. J'attends de voir comment il réfléchit. Comment est-ce que je dois, moi, changer ma pratique pour arriver à ça? Et en fait, là-dessus, pour moi, ça vient plutôt faire accélérer des changements qui, de toute façon, devaient arriver. Donc, il y a pas mal d'opportunités derrière ça. Après, de façon plus vaste, c'est un changement tellement énorme qu'il emporte des risques évidents, mais sur lequel, si on s'y prend bien et si on s'empare des sujets, il y a aussi des vraies opportunités, notamment par exemple sur les jobs d'entrée. Donc tous ces jobs dont on dit ils vont peut-être disparaître parce qu'en fait ils vont être automatisés par l'IA et donc demain on n'aura plus besoin, si on prend le conseil par exemple, de consultants juniors qui vont faire des slides parce qu'en fait c'est très facile de les automatiser. Ça, c'est pas inintéressant parce que c'est pas le truc le plus forcément le plus gratifiant de la Terre de faire des très 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 longues présentations. Le problème, c'est que moi-même j'ai commencé ma carrière dans ce monde-là, donc je sais que quand j'ai été, moi, cette personne qui faisait des longues présentations, j'ai appris énormément de choses. Et c'est là où j'ai appris mon métier. J'ai appris les métiers que je fais aujourd'hui, je sais les faire parce que j'ai eu ce moment d'apprentissage, un peu de compagnonnage sur le début. Ça, avec l'IA, ça va devoir changer. Ça peut être un problème, ça peut aussi être très intéressant parce que on va pouvoir peut-être refocaliser les entrants sur le marché du travail sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, leur donner peut-être plus de responsabilités plus vite et répondre d'ailleurs à leurs problématiques de temps et d'accélération. En revanche, pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'on se pose la question de l'apprentissage et de l'éducation. Et là, je pense qu'il y a une espèce de réflexion qui doit être menée au niveau de l'éducation, y compris de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des entreprises sur à quoi ressemble cette transition et cet apprentissage de la maîtrise des outils d'IA, de savoir piloter ces agents-là d'une façon qui est pertinente, etc. etc. Il y a une vraie opportunité, mais il ne faut pas qu'on pense que ça va se faire tout seul si on n'y réfléchit pas, en gros. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est complètement absurde et effectivement duquel il faut qu'on sorte, c'est le candidat qui balance via l'IA sa lettre de motivation, son CV, et qui va discuter en fait avec qui du côté de l'entreprise, une IA. Donc c'est une IA et une IA qui vont discuter ensemble de est-ce qu'il y a une pertinence, offre-demande sur ce sujet. Bon, voilà, on voit bien que l'absurdité du truc. Deuxième élément, pour répondre à ta question, est-ce que la Gen Z a une vision un peu particulière, un rapport particulier par rapport à l'usage de l'IA ou des technologies? Alors là, encore une fois, on est orienté fait et on a chez PwC une enquête qui s'appelle Hopes and Fears, espoir et crainte, et qui effectivement relate la relation au travail des collaborateurs. Et qu'est-ce qu'elle dit cette enquête sur ce sujet? Elle dit un truc super intéressant sur les jeunes et l'IA. Elle dit qu'ils voient beaucoup mieux les opportunités de l'IA, c'est-à-dire en gros tout ce que ça va leur permettre de faire. Ok, très bien, on en reste là. Non, ils voient aussi largement mieux les limites et les risques. Et donc c'est très intéressant de se dire que plus on est confronté à l'IA et plus on démystifie l'IA, et c'est une population qui l'utilise énormément évidemment, je vais y revenir dans 2 secondes, plus finalement on voit dans le même temps bénéfices et risques, donc en fait on gagne en responsabilité, j'ose le mot, on gagne en responsabilité très largement. Je crois que la question ça pose au-delà de la suppression des jobs de juniors, etc. Alors chez PwC, moi je ne suis pas DRH, mais je ne crois pas qu'on ait en tout cas diminué le nombre de recrutements de jeunes, je ne crois pas. Mais d'une manière générale, oui, c'est ce qui se dit, on dit qu'effectivement sur les tâches d'entrée. Mais la vraie question, elle est à ce moment-là d'enrichir le travail. Si les juniors, leur travail, c'est de faire des slides, à ce moment-là, n'ayons pas de juniors, parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Et donc, là où c'est intéressant, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Ou finalement, la valeur ajoutée réelle de l'humain par rapport à ça, il va être quoi? On voit très bien dans le conseil ce que ça va être. Ça va être l'intelligence des situations, la compréhension fine, les émotions. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, hein, y compris dans le conseil en technologie. Mais en fait, la gestion des émotions dans une relation commerciale, elle est extrêmement importante. Donc, pour comprendre la satisfaction, l'insatisfaction, je peux vous parler de nos clients. Je pense que s'ils étaient en face d'une IA, ils auraient peut-être dit « ça me va, oui, ça me va globalement ». Mais ils étaient en face de nous et donc ils se permettent de dire « ça me va, mais ça… »
non, là tu as froncé un sourcil, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux me dire et que tu me dis pas. Donc là, ce que je viens de dire de manière très simple, c'est ce qu'on appelle en langage de ressources humaines, puisque c'est ma spécialité, les soft skills, les compétences comportementales. Et donc, ce que ça génère, l'IA, par rapport aux jeunes générations, c'est que ça fait remonter l'intérêt des soft skills dont on dit en général que les jeunes, voilà, sont pas méga, enfin ils en sont vraiment porteurs, il n'y a pas de doute, bien sûr, mais ils l'expriment pas forcément bien en organisation, ils peuvent être un peu maladroits, etc. Moi je crois que c'est super important, je vois, tu parlais du fait que j'enseigne à Paris Dauphine, moi je vois bien la différence entre les étudiants que j'ai maintenant et les étudiants que j'avais il y a 10 ans, dans leur rapport à l'information. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend qui tu es comme manager ou comme enseignant. Si tu attends de la conformité, bah c'est moins bien maintenant, parce que tu es challengé en permanence. Mais si tu te dis que tu es là pour créer de la valeur avec tes étudiants ou tes clients, et qu'en fait, tu vas mettre le sujet sur la table, et il va y avoir une discussion très rapide, parce qu'en fait, tous les basiques sur le sujet en question, ton junior, il a fait un petit coup de ChatGPT, pardon, de Copilot chez PwC. Mais il a fait un petit détour par ça. Il a un niveau d'information qu'il y a 10 ans, personne n'aurait eu. Et bien, ça te challenge. Et en fait, je crois que pour le client, on est tous là pour lui, ça crée beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc attention, ne disons pas que les jobs d'avant sont pas pertinents aujourd'hui. Parce qu'évidemment, ils sont plus pertinents aujourd'hui. Il faut changer nos structures, nos organisations. Donc, pas de caricature sur le junior qui fait des slides automatiques, on supprime son job. C'est pas du tout ça l'enjeu. Non, effectivement, juste pour rebondir, parce que c'est effectivement cette notion de, il faut simplement voir l'évolution pour savoir faire évoluer justement à quoi il ressemble ces jobs-là. C'est-à-dire que c'est ne pas s'attendre à ce que l'évolution se fasse toute seule, mais savoir l'accompagner. Et la responsabilité de l'entreprise, c'est aussi de savoir effectivement faire évoluer ces fiches de poste, parce que finalement, et bien communiquer sur ces attentes pour qu'on puisse avoir que ça devienne cette opportunité-là, effectivement. Merci à tous les deux, en tout cas, pour vos retours, vos témoignages. Finalement, en mot de la fin, on pourrait dire qu'on perçoit que la Gen Z, certes, a par bien des aspects, des différences notables par rapport aux autres générations. Et ça peut nous poser la question aussi de la Gen Alpha qui va arriver d'ici 5 ans sur le marché du travail, et de se dire finalement, est-ce que la Gen Z n'est pas précurseur dans les changements de nos entreprises et de nos sociétés. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Merci à tous les deux pour votre intervention, et je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour les questions qu'il pourrait y avoir dans l'Assemblée. Bien sûr. Le micro arrive. Bonsoir à tous. Merci pour ces perspectives très intéressantes. Moi, je ne suis pas de la génération Z. J'aimerais bien poser une question à quelqu'un de la génération Z. Parce que dernièrement, j'étais dans le métro et j'entends une fille à côté de moi. Elle est au téléphone. Elle dit à son amie, « Ah, je ne sais pas pourquoi X, elle a peur de publier. Moi, je lui dis d'y aller. Hein. Fais comme une millénium. Vas-y, publie. C'est Instagram. » Alors, je voudrais avoir la perspective, l'utilisation de ces réseaux. Comment vous les percevez en tant que génération Z? Moi, je suis une millénium, donc voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un, la Gen Z, qui se porte volontaire pour répondre? C'est précis comme question. N'ayez pas peur. Hein. Pas de volontaire? Non, pas de volontaire. Si, allez quand même. Merci. Ok, merci pour votre question. Moi je perçois les réseaux sociaux comme une valeur qu'on ne retrouve pas forcément, comme une valeur supplémentaire par exemple, puisque c'est accessible à tout le monde. Et donc je perçois ça comme une valeur qu'on peut avoir gratuitement, et aussi juste comme une manière de se mettre en avant, de mettre en avant ses produits, tout simplement. Voilà, très clairement.
Derrière ça, il y a quand même un sujet, si je puis me permettre, un sujet d'usage, c'est-à-dire c'est comment en fait en entreprise on gère aussi l'émergence des réseaux sociaux. Et d'une manière générale, alors moi je suis pas très pour l'entreprise libérée, on pourrait en discuter assez longtemps, mais je trouve que quand même sur ces sujets-là, il y a des entreprises qui vont trop loin dans la rationalisation, le non-accès, etc. Les réseaux sociaux, ça dépend peut-être desquels, mais sont quand même très intriqués aujourd'hui, très imbriqués dans le... J'ai failli... je dirais dans le travail. Je dirais quand même dans le travail, mais dans ce qu'est la personne. Et si vous dites, il y a d'un côté la personne dans sa vie, et de l'autre côté la personne au travail, bon, c'est juste, et c'est plutôt sain de bien séparer les deux, moi je trouve, de séparer les deux, mais c'est de moins en moins vrai, il y a des imbrications très fortes, et il y a des gens pour lesquels ça pose pas de problème. Donc moi je pense que c'est important d'entendre cette diversité, et le fait que pour un certain nombre de des collaborateurs et des plus jeunes, faire rentrer les réseaux sociaux, ça leur permet aussi de faire rentrer non pas seulement leur domicile et leur vie privée, leurs copains, leurs copines dans le travail, mais peut-être d'avoir accès à des ressources auxquelles ils ont l'habitude. Peut-être que si ChatGPT ou Copilot est interdit, il faut se poser la question, pourquoi c'est interdit? Il peut y avoir des bonnes raisons. Il y a des métiers qui sont très procédés, très processés. Je pense à la banque, je pense à l'audit. Chez nous, il y a une partie d'activité, il faut faire quand même relativement attention. Donc là, on pourrait comprendre. Mais il y a quand même des organisations où tu n'as pas le droit du tout de mobiliser tes réseaux sociaux. Ton smartphone doit rester à l'entrée. Or, dans la manière de produire aujourd'hui, nous, nos jeunes consultants, ils se pointent avec ça. On ne sait pas très bien sur quoi ils vont chercher l'info. On espère que c'est sur Copilot parce que c'est ce qu'on prend. J'ai des fois des doutes. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir une réponse enrichie à la fin. Donc c'est un peu leur personne. Et du coup, je suis plutôt favorable à ce qu'on ne sépare pas trop les usages parce qu'ils pénètrent l'entreprise. L'entreprise, elle est dans la société. Elle n'est pas à côté de la société. Et rapidement pour rebondir, pour le recrutement, c'est hyper important. Le recrutement des jeunes, nous on a énormément de clients qui viennent nous voir en disant on poste sur les forums, on poste nos offres sur les channels, les job boards traditionnels, etc. Mais en fait, on n'a pas les candidats qu'on veut parce qu'en fait, ils ne sont pas là. Ils sont sur les réseaux. Et donc, du coup, il y a une vraie question, notamment dans tout ce qui va être autour de la marque employeur, de comment l'entreprise doit adapter ses discours pour aller parler à ces générations-là, là où elles sont, et avec des discours qui sont entendables. Nous, on voit vraiment se dessiner la fin de la marque employeur, traditionnelle, avec, par exemple, un DRH qui va vous expliquer comment ça se passe le travail. Il y a une recherche d'authenticité et d'immédiateté dans la communication qui vraiment vient un peu bousculer les habitudes sur ces sujets-là. Et ça, ça se voit, c'est évident déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup déjà. Moi je suis en alternance et dans mon alternance j'observe que parfois il y a du reverse mentoring. Et ma question c'est est-ce que vous observez ces tendances, je parle particulièrement à Job Teaser Oui, alors tout à fait, nous on a aussi on a des alternants et moi ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. On est d'ailleurs en train de, je t'en parlais tout à l'heure, Étienne, on est en train de repenser notre positionnement un peu marketing justement chez Job Teaser pour justement mettre en avant le fait que cette génération-là, elle a évidemment des choses à apprendre, mais elle a aussi des choses à apporter énormément. Donc, il y a notamment, et on parlait de l'adoption de l'IA tout à l'heure, il y a une capacité d'adoption de ces outils-là qui est beaucoup plus forte parce que c'est natif en fait chez des populations plus jeunes. Et du coup, c'est de voir les choses avec équilibre. C'est-à-dire que évidemment, il y a des choses à apprendre de l'entreprise quand on est un entrant dans ce monde-là, mais il y a aussi énormément de richesses que vous apportez par vos pratiques, vos usages, etc. Et c'est important de savoir créer ce dialogue-là. Non, il y a la question du reverse mentoring, en gros, de est-ce que les plus jeunes, notamment eux, la Gen Z, peut apporter des trucs aux autres? Évidemment que oui, on en a beaucoup parlé, mais j'ai juste un exemple en tête. Il n'y a pas longtemps, j'ai osé aller voir le DRH d'un très grand groupe, je peux le citer, je pense qu'il serait d'accord, il s'appelle Jean-Claude Legrand et c'est le DRH du groupe L'Oréal. Et on était à la fin d'une mission importante pour L'Oréal, une mission sur les ressources humaines. Et puis, j'avais donc rendez-vous avec ce DRH. Donc c'est un rendez-vous que tu prépares bien, parce que c'est un membre du COMEX, voilà, et puis c'est quelqu'un d'assez exigeant. Et je me suis posé la question, c'est normal que l'associé que je suis aille rencontrer le membre du COMEX de L'Oréal, c'est logique. Mais la profondeur d'analyse, c'est pas moi qui l'ai. La profondeur de détail, les entretiens, c'est pas moi qui l'ai. C'est quelqu'un d'autre, je trouve que c'est une consultante de mon équipe. Et je me suis dit, je prends
le risque, tu vois, je sais pas si c'est un risque, mais j'y vais avec elle. Alors que lui était seul. Hein. On essaye d'une manière générale de ne pas se pointer à 5, et plutôt homme-femme d'ailleurs, chez PwC. Et donc, il se trouve que c'est une jeune femme, donc à 30 ans. Et je lui ai dit, écoute, je pense que ça peut être intéressant que tu viennes et que tu présentes le truc, et puis on va voir en situation comment ça se passe. Sous-entendu, si tu commences à être traumatisé, à trembler, à pas être à l'aise, je le ferai. Et si ça se passe bien, je te laisse la main. Elle a fait 80% de la présentation. Et ce que j'en ai pensé, moi, en sortant, et ce que le client en a pensé, je vais te le dire en toute sincérité, c'est qu'en fait, elle va très vite, elle va plus vite que moi. Elle raisonne avec des faits, des chiffres, beaucoup plus vite. Elle a développé des capacités qui sont propres à celles de la Gen Z, qui ne sont pas les miennes. Et le client, il a adoré, parce qu'en fait aussi, elle n'avait pas de rapport à la hiérarchie. On disait c'est une génération qui a un rapport à la hiérarchie un peu particulier. En fait, celui qui se prenait la tête pour savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'elle a le bon niveau et tout, c'est moi. Elle s'est jamais posé la question, je suis en face d'un DRH groupe, j'ai rien à faire là. Elle y allait cash et c'était nickel. Et le DRH, ça lui a aussi sauté aux yeux. En fait, il m'a dit, mais en fait, c'était hyper intéressant. Sous-entendu, elle a peut-être été plus intéressante que toi parce qu'elle m'a dit des trucs que toi, tu m'aurais pas dit. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore... Bonjour, je suis moitié italien, moitié mexicain, c'est pour ça que j'ai l'accent espagnol. Mais je voulais vous poser la question parce que je veux qu'il y a beaucoup d'étudiants qui c'est vraiment dur de trouver travail. Ils font 1000 et 1000 applications, ils sont partout refusés, les entreprises ne répondent pas. De l'autre côté, il y a beaucoup d'entreprises qui aussi ont beaucoup d'applications, donc c'est beaucoup de problèmes. Donc je voulais vous poser, c'est quoi ici les problèmes et vous pensez quoi de la solution? Et une autre chose aussi, spécialement pour les internationaux, parce que l'Europe devient encore plus internationale, donc il y a beaucoup d'internationaux que c'est vraiment dur de trouver le travail. Et oui, c'est ça ma question. Alors c'est une très bonne question et tu touches du doigt sur des problèmes qui existent et qui sont réels et c'est un grand problème. Donc on ne va pas pouvoir le résoudre en 2 minutes de réponse. Mais effectivement, alors ce qui est très intéressant avec le marché du travail, de l'emploi des jeunes aujourd'hui, c'est qu'il est très fragmenté. C'est-à-dire que tu vas avoir des secteurs, des postes, des formations où tu vas avoir beaucoup trop de candidats par rapport au nombre de jobs qui existent. Donc là, tu vas te retrouver dans ce que tu décris et nous, on a des DRH en face qui, dès qu'ils postent une offre d'emploi, sont submergés par 4000 candidatures. Avec l'IA, c'est encore pire. C'est-à-dire que là où ils en avaient 4000, ils en ont potentiellement 8000, 10 000, 15 000 parce que ça, il y a une espèce de volume artificiel qui est créé à cause de ça. Et d'autres secteurs où c'est l'inverse. Et donc là, on a des entreprises qui sont désespérées parce qu'elles ne trouvent pas les profils qu'elles cherchent sur des métiers pénuriques. Notamment tout ce qui va être autour, pas mal de profils ingénieurs, notamment ont cette problématique-là. Ça, c'est alors, c'est un gros problème macroéconomique et structurel qui pose la question de quel type d'étudiants on forme, quel type de formation on met en avant par rapport aux besoins de l'économie et comment est-ce qu'on fait s'ajuster ça on n'est plus sur du temps long. Donc il y a un truc structurel derrière. Après, dans plus la pratique, parce que ça te fait une belle jambe a priori, qu'il y a un problème macroéconomique qu'on va régler dans les 5 années à venir. Je pense que ce qui était vrai avant reste vrai aujourd'hui, à savoir un recrutement, c'est avant tout une rencontre. On essaye de susciter une rencontre entre une entreprise et un candidat et de se dire ok, ça match. Et donc là où le conseil que je peux donner là-dessus et aux étudiants internationaux notamment, c'est qu'il faut essayer d'arriver à se différencier de la masse de candidats et donc comment on fait ça? Je ne pense pas que ce soit en faisant 50 candidatures à la semaine pour réussir. C'est plutôt d'être hyper pointu et précis sur identifier les opportunités qui vous intéressent, vraiment d'aller se documenter, pour le coup l'IA peut aider, et d'essayer de trouver le bon point de contact. Nous, on voit par exemple beaucoup remonter en puissance les forums étudiants dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un forum, vous rencontrez des vraies personnes. Vous rencontrez quelqu'un qui est sur le stand et donc la rencontre, elle peut se passer. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver comme ça des opportunités de, encore une fois, rencontrer l'entreprise d'une façon qui permet de, je ne veux pas dire contourner le process un peu massif et industrialisé, mais d'aller chercher du vrai humain derrière. Donc c'est un sujet, ça peut être un problème notamment sur certains secteurs, mais en fait c'est marrant parce que ce qui était vrai, ce que je te dis là, j'aurais pu te donner sans doute le même conseil il y a 5 ans, c'est juste que les outils changent et les canaux changent.
Mais la réalité, c'est qu'il faut essayer d'aller trouver la rencontre. Et donc pour ça, il faut que ta candidature elle soit pertinente et que l'entreprise en face ait de l'opportunité de voir qu'elle l'est. Donc c'est vraiment essayer de se différencier comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on reste sur le stand si d'autres personnes ont des questions et souhaitent les poser à part à nos interlocuteurs. Merci à tous. Bon après-midi, bon salon. Et n'oubliez pas, nous avons un talk juste après à 15h qui porte sur l'IA et la gestion des compétences, donc qui peut aussi vous intéresser, être en lien un peu avec ces sujets-là.